Nous continuons ces rencontres au Café des Libraires. Nous en avons encore quelques-unes. Nous terminons un petit peu plus tôt ce soir. Nous terminerons à minuit. À midi. Je commence vraiment à être fatiguée. Nous terminerons à 18h. Vous voulez rester jusqu'à minuit? D'accord, on va leur dire de revenir alors et de passer la soirée avec nous. Non, on va terminer à 18h et nous avons encore pas mal de rencontres d'ici là. Et à chaque fois, bien sûr, un nouveau libraire sur le plateau. Et là, je retrouve Philippe Lecomte, que j'ai souvent rencontré sur ce plateau des libraires au fil des années, qui s'occupe de la librairie, qui est le directeur, le grand patron de la librairie La Lettre écarlate, le livre écarlate dans le 14e, c'est bien ça, je ne me trompe pas, et qui est un lecteur avisé, voilà, et qui va animer ce plateau pour lequel il doit être particulièrement content puisqu'il s'intitule « La vie secrète des femmes ». Et on sait que tous les hommes ont envie de connaître la vie secrète des femmes, donc ça tombe bien. Avec nous sur le plateau, Norma Donning, qui vient du Canada, écrivaine inuite. Elle écrit les légendes de ses ancêtres et creuse les chemins de son identité, nous dit-on. Elle vit à Edmonton, où elle enseigne les savoirs autochtones. Alors moi, j'ai lu quelque part, et j'ai pas eu le temps de lui demander si c'était vrai, mais j'ai trouvé ça extraordinaire et je me disais que quand même, c'est important de le signaler. Je crois que vous avez repris des études à 50 ans, en 2009. C'est vrai? À 51, non. Le one est important. Je n'avais jamais été à l'université. J'ai commencé mes études universitaires à 51, non. Voilà, à l'université d'Alberta, vous avez fait des recherches en études autochtones et en sciences de l'éducation et création littéraire. Vraiment, bravo, moi je trouve ça formidable. Et bien maintenant, vous enseignez les savoirs autochtones aux autres, voilà, et vous écrivez donc. Acclamé par la critique, ce livre dont vous allez nous parler s'intitule Annie Muktuk, je ne sais pas comment on prononce, Muktuk ou Muktuk? Maktak. Ah ben non, je vous laisse dire. Hein. Et autres histoires, parues chez Mémoire d'Encrier, qui est une maison d'édition canadienne, enfin de Québec, et qui est sortie en mars 2021 et qui a été traduit par Daniel Grenier, et dont nous allons parler dans un instant. Et puis Christiana Kaakowila, je l'ai bien prononcé? Ben pour une fois que je prononce bien quelque chose. Vous êtes originaire d'Hawaï, vous avez grandi en Californie, vous êtes diplômée de l'université de Princeton. Vous avez été rédactrice et journaliste pour divers magazines. Vous enseignez désormais la littérature comparée à Hawaï et à Santa Fe. Et vous allez nous parler avec votre interprète Mireille Vignol qui est une fidèle du festival. Je ne t'ai pas présenté, Fabienne, mais ça va venir, t'inquiète. Vous allez nous parler d'un livre, un livre de nouvelles qui porte ce titre, 39 bonnes raisons de transformer des obsèques hawaïennes en beuverie. Alors c'est un livre qui est paru aux éditions Au Vent des Îles, qui est une maison d'édition qui est installée à Papeete. Je me suis demandé si c'était son directeur qui avait proposé ce titre, qui n'est pas le vrai titre en fait. C'est le titre de l'une des nouvelles. Voilà, absolument. Il n'a pas voulu laisser le titre premier. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc, ce livre est paru à Vent des Îles donc, en avril 22. Il a été traduit par Mireille Vignol. Et donc, pour interpréter Norma Donning, c'est Fabienne Gondran qui est avec nous aussi et qui, elle aussi, est une interprète professionnelle et fidèle du festival. Voilà. Mon cher Philippe, je te laisse Merci. Dans la cour des dames. Oui. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir de vous présenter ces deux recueils de nouvelles, très singuliers d'une part parce que nous sommes dans une Amérique différente,
Nous sommes dans une Amérique qui est à la fois celle d'Hawaï et celle aussi des Inuks. Donc c'est une singularité parce qu'il y a à la fois la langue anglaise, mais il y a aussi les langues d'origine des deux autrices, mais aussi par la même qui crée une relation singulière à la fois aux mots, à la langue et à la différence évidemment d'être à la fois américaine, nord-américaine, en l'occurrence canadienne et américaine, des États-Unis, et en même temps venir de quelque part, d'un endroit, mais aussi d'une culture, et aussi d'une relation des hommes et des femmes qui est forcément différente. Je voulais signaler, parce que ça c'est très important, c'est que 39 bonnes raisons est traduite par Mireille Vignol, qui est là. C'est-à-dire que l'interprète est aussi la traductrice. Pour moi, c'est assez essentiel de voir ça, parce que ça a eu un rôle prépondérant, ne serait-ce que dans la connaissance de la langue et dans la volonté de choisir, non pas de faire dans du français, mais d'en trouver une langue qui soit proche, tout en étant proche, évidemment, de l'hawaïen. Et puis, en plus, le travail d'interprète que vous allez faire sur ce plateau, c'est encore un autre métier. C'est très différent de celui de traductrice. Moi, je suis traductrice. Oui, je souligne que... C'est bien. Je voulais commencer par une chose assez évidente, c'est sur l'image des deux pays, des deux régions, des deux endroits vus par le reste du monde. Ça, je vais commencer par Norma Dunning avec une phrase qui est à l'intérieur du livre et qui commence, c'est le tout début, c'est l'une des premières nouvelles, c'est Rouge Kabluna, qui est l'histoire d'une femme qui s'alcoolise un peu et qui regarde un peu le temps qui est passé avec une singularité. Et elle dit « Esquimaux, tiens, en voilà un mot blanc pour les blancs, à s'enrouler autour de leur langue bien rose, Esquimaux. Épelle-le comme tu veux, il va toujours goûter la même chose. Le skidrow est ce qui vient après. » Il y a cet aspect singulier, c'est que déjà vous êtes interpellé en tant que lecteur occidental, français, et vous êtes dans cette situation de voir que déjà, qu'est-ce que c'est Esquimau par rapport à Inuit. Est-ce que vous voulez nous donner un élément par rapport à ça? Qu'est-ce qui fait que vous aviez envie, dès la première nouvelle, de nous plonger dans cette différence? Okay, well, thank you, all of you, for coming here this afternoon. I always think people really don't have anything better to do. So I thank you so much. It's a gift to have you here. When I wrote that sentence, it's Eskimo. Now that's white word. White word for white people wrap around their pink tongues. Esquimo. Any way you say it, it all comes out the same. Skid Row and all. And it's making that divide between the old word Eskimo and what Inuit in Canada, we are Inuit. So often for Inuit in Canada, Eskimo is slang and it's derogatory. And I spent 7.5 years fighting to have the Edmonton football team change their name from Edmonton Eskimos to Edmonton Elks. And that was hard. So we can see how that word, Eskimo, remains alive. It has life. D'abord, merci à toutes et tous pour votre venue. C'est merveilleux de vous voir en cet après-midi. Je vous regarde et je me dis, mais ils n'ont pas mieux à faire. Mais c'est un vrai présent que de vous voir ici. Donc, merci beaucoup. Donc, cette phrase sur le terme Esquimau que vous venez de lire, donc ce mot des Blancs pour des personnes blanches, c'est une manière pour moi de souligner la séparation entre le vieux terme Esquimau et le terme qu'on utilise au Canada actuellement, qui est le terme Inuit. Et souvent, quand ce terme est encore aujourd'hui utilisé au Canada, le terme Esquimau est un terme d'argot et est un terme méprisant.
Et à titre personnel, je me suis battue pendant 7 ans et demi pour que l'équipe de football américain d'Edmonton ne s'appelle pas l'Edmonton Eskimo, mais les Edmonton Elks. Et sachant que ce terme d'Eskimo qui est méprisant et négatif est bien vivant encore de nos jours. C'est ce qui fait la richesse du recueil dès le départ, parce qu'on voit déjà le regard extérieur. Ce regard extérieur, on le voit aussi chez Christiana Kakowila, je vais essayer de le faire bien aussi, il n'y a pas de raison. Hein. Et on le voit dans une terme qui est tout aussi un cliché, le cliché des Esquimaux, mais aussi le cliché du paradis. Et je voudrais lire un tout petit passage, qui est page 113. J'arrive. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas loin. On attend, pas de problème. C'est un personnage, c'est une jeune femme, c'est une touriste, et elle est en colère. Il n'arrête pas de parler d'amour, aloha par-ci, aloha par-là. Mais les Hawaïens ont toujours l'air furax. Ils vivent au paradis, alors franchement, je vois pas de quoi ils se plaignent. Et ce cliché, entre guillemets, du paradis, vu par les gens d'ailleurs, les haola, c'est ça le terme? Haola. Oh, voilà. C'est vraiment quelque chose qui fait que là aussi, on va souligner, sans brutalité, mais on va souligner justement l'écart. Et là encore, chez vous, il y a ce sentiment du cliché. Il y avait le cliché esquimau, et là on est dans le cliché du paradis. Le paradis, évidemment, avec cette image dont on reviendra tout à l'heure sur la notion des corps de femmes par rapport à ça. Mais je voudrais que vous puissiez nous parler de cette notion de paradis et pourquoi, pratiquement dès le départ, dans la première nouvelle du recueil, il y a ce décalage entre ceux qui viennent en touristes et les locaux. Donc moi, le carte postale est l'image de paradis et aussi une image exotique. Mais il y a bien sûr les gens qui habitent au-dessus la carte postale. Et donc c'est hawaïen, c'est des autres qui travaillent, qui cherchent pour faire, to make a living, pour gagner la vie. Okay, now I'll go in English. I got as far as I could Merci get. d'avoir essayé. Merci. Belle réussite. Yeah. So there's this, of course, this tension between people who come to Hawaii for holiday and to have this paradise experience, which might include the beautiful beaches and the mountains, but might also include beautiful bodies. And that's a tricky space then for those of us who are the bodies who live there and work there and are not for sale. Donc oui, il y a une tension entre les gens qui viennent, les touristes, quoi, qui viennent et qui veulent découvrir ce paradis de Hawaï. Et c'est vrai, il y a les jolies plages, il y a les montagnes, il y a des corps très beaux. Et puis aussi, il y a les gens sous ces corps. Il y a les gens qui ont ces corps et qui habitent là-bas et qui ne sont pas en vente. So the question of paradise for me maybe is also, where is paradise? And it's not in the postcard. It's very much rooted in family, in a relationship with the land, and in places and spaces that visitors probably won't see. Donc la question, c'est où est le paradis? Et pour moi, bien sûr, le paradis, il existe, mais il se trouve dans la famille, dans la relation à la terre et dans cet espace que nous habitons, qui n'est pas la carte postale. Justement, on est dans cette situation de carte postale. Il y a aussi une forme de carte postale du côté des Inuits, des anciens Esquimaux devenus enfin des Inuits, et par là même aussi sur le corps des femmes et la liberté sexuelle, entre guillemets, donnée à la fois aux femmes inuites, mais aussi aux femmes dites d'Hawaï.
On est dans cette situation singulière d'avoir deux situations de regard d'hommes blancs vis-à-vis de femmes qui sont l'une d'un côté comme de l'autre dans des situations d'être considérées comme des proies et des proies faciles et des proies libres, entre guillemets, c'est-à-dire des personnages qui ont un rapport à la sexualité qui sera forcément différente de la sexualité des Blancs, où les femmes blanches auront toujours une relation. Et dans les deux recueils de nouvelles, on a cette situation singulière de la femme qui vient d'ailleurs et qui n'a pas forcément la même liberté par rapport à son corps. Pour revenir à Norma Dunning, il y a un personnage essentiel à l'intérieur du recueil de nouvelles qui s'appelle Annie Muktuk, ou Moktuk. J'essaie de faire un effort pour un vue de la prononciation. Le recueil de nouvelles est fait d'une façon singulière. En l'occurrence, nous allons avoir trois nouvelles qui ouvrent le recueil, et ensuite une succession de rapports entre différents personnages, masculins comme féminins, parce que l'une et l'autre, vous allez donner aussi la parole à des hommes, mais toujours avec ce regard croisé qui fait que tout d'un coup, une femme est dans une situation singulière. Alors, je vais lire rapidement. À propos d'Annie Muktuk, elle a cette phrase qui est sur la 4e de couverture. « J'ai appris quelques trucs importants au cours de mes 30 et quelques années de vie. Ne tombe pas en amour. Baise-les lentement, baise-les fort et ne les baise jamais 2 fois. Le sexe, c'est ma matière forte. Ça me donne de la puissance, ça m'apporte un étrange réconfort. » Alors, Annie Muktuk n'est peut-être pas représentative de toutes les femmes inuites, mais ce que vous donnez, c'est justement cette impression de liberté et qui trouble les hommes qui sont en face et qui ne sont pas forcément uniquement des Inuits, mais qui sont aussi des Blancs. C'est pour moi le personnage qui fait le lien. Est-ce que vous avez rencontré Annie Muktuk? No. Annie is the result of reading a scholar's impression of Indigenous women, a well-known Canadian scholar who published that Inuit women were disposable. So when I read it, I think, I'm going to have fun with you. And that was the inspiration of Annie. But why are men allowed to have as many women as they want, but a woman is not allowed to do the same? So it takes the idea of Annie, who likes to get out and about, and it puts a character of Johnny Cochran, who sleeps with everybody, and they hate each other. They hate each other. Des rivaux. But they are the same. And even Johnny Cochran, who is sleeping with everybody, can pass judgment on Annie. So I want people to think about that. Le personnage d'Annie, que je ne connais pas, est le résultat d'une lecture que j'ai fait un jour du travail d'un chercheur qui livrait ses impressions sur les femmes autochtones et qui, en gros, disait que ces femmes étaient jetables, des choses jetables. Et à la lecture, je me suis dit, toi, mon petit père, je vais te faire ta fête, et ça a été l'inspiration pour ce livre. Pourquoi les hommes sont-ils autorisés à avoir autant de partenaires sexuels qu'ils le souhaitent, et pourquoi pas les femmes? Pourquoi pas la même chose pour les femmes? Et donc c'est cette idée qui a été à l'origine du livre, et face au personnage d'Annie, je campe le personnage de Johnny Cochran, qui donc lui couche avec tout le monde, et Johnny et Annie se haïssent, alors qu'au fond, ils sont les mêmes. Et Johnny se permet même de juger Annie, alors qu'ils ont fondamentalement les mêmes comportements. Et donc je souhaitais, ce faisant avec ces deux personnages, donner matière à réfléchir aux lecteurs et lectrices. C'est d'autant plus net que Johnny va jusqu'à mettre son poing dans la figure d'Annie. Bien.
Oui, c'est toujours le même principe, c'est pas nouveau, mais c'est l'expression habituelle qui fait qu'il y a des Don Juan et il y a de l'autre côté des salopes. Il faut quand même s'interroger à chaque fois sur cette question. Ce qui est assez fascinant dans 39 bonnes raisons, la première nouvelle est une nouvelle donc autour de cette touriste, mais par là même, c'est l'occasion pour l'autrice de nous mettre en scène des figures féminines qui vont de femmes de ménage à femmes, je dirais, bien installées dans la société, des femmes qui sont revenues, mais qui sont toutes, et surtout les femmes qui sont revenues du continent, qui ont fait leurs études sur le continent, face à une situation où elles sont célibataires. Elles sont en quête d'un homme. La seule qui a rencontré un homme et qui l'a épousé, c'est celle qui est restée sur place. Et cette image qu'on a de l'hawaïenne libre, on a l'impression que le passage vers l'Amérique, vers les États-Unis, vers les études, fait qu'il y a une interrogation face à l'image qu'elles peuvent avoir à l'extérieur. C'est-à-dire que quand elles ont fait leurs études, elles ont eu aussi le regard des Blancs sur des autres sur elles. Et ça, je voulais aussi que vous puissiez nous signaler justement cet effet qui fait que vous aussi, vous avez fait vos études et vous êtes en plus métisse, vous êtes entre les deux cultures. Et est-ce que vous avez ressenti, et ça se ressent dans le livre, et vous nous le donnez, cet aspect singulier de la vie des femmes hawaïennes vis-à-vis des hommes blancs? I'm very interested in this question and also in what Norma said about theorists and academics. Je suis oui, très intéressée par cette question et aussi par ce qu'a dit Norma sur les théoristes, sur les universitaires. When I was writing this story, one idea I had in mind was Edward Said's idea of Orientalism, of who gets to look at whom. Donc une idée qui m'a interpellée quand j'ai écrit l'histoire, c'est Edward Said et l'orientalisme, qui regarde qui, le regard de qui sur qui, ces questions-là. Well, and actually also a wonderful French writer, Leila Sabar, was also in my mind, and she has that novel Sherazade, which is also all about viewing. This is a little side note, I suppose. Et aussi donc le travail de Leila Sheraz. Leila Seba. Seba, et donc son regard sur qui, voilà, toutes des histoires de regard sur qui. But C'est un petit à côté. so I wanted to take back this regard and have it be these groups of Hawaiian women, these 3 groups of Hawaiian women who are looking and watching a white woman, who are watching the tourist. Et donc j'ai voulu m'approprier ce regard et le donner à ces femmes hawaïennes et à comment elles perçoivent les Blancs, les touristes à Hawaï. And I wanted that beginning of the story to feel like these are 2 sides, that there's nothing they have in common. There are these Hawaiian women, or these women of the Pacific, and then there is this white woman. Et je voulais vraiment les séparer. Il y avait ces femmes hawaïennes, ces femmes du Pacifique, that's the maids from Micronesia. Les femmes de ménage sont micronésiennes, c'est ça, du But also Pacifique. the Hawaiian women. Aussi les hawaïennes, oui, et aussi les blanches, donc très séparées. But actually, I discovered as I was writing the story that more and more there was something that transcended their separations, and it was the fact that they were women and that there were intersections where they felt danger, where they felt fear, where they wanted to protect one another. And so the story moves from this place of division into something else. Mais donc, en fait, ce que je voyais, c'est qu'il y avait, excusez-moi, c'est que ce qui transcendait en fait la relation entre ces femmes, c'était le fait qu'elles étaient femmes et qu'elles partageaient le même sens de danger, les mêmes peurs en fait. Elles avaient cela en commun, le fait d'être femmes. And so going back to the question, I think some of the reason that transcendence happened is because I had gone to school and grown up on what we would call the mainland, but in the continental US. But I am Hawaiian and I belong to Hawaii and I'm from there also. And so I needed to find ways in my story
to have those two places meet. Et donc en fait, bon, c'est vrai, moi j'ai cette expérience-là, j'ai fait mes études à l'étranger, mais je suis hawaïenne et donc il fallait que je trouve un moyen de transcender, de faire se rencontrer toutes ces histoires. Ouais, c'est vrai que dans la première nouvelle, cette rencontre entre cette femme blanche qui fascine et le groupe de femmes de ménage qui forment comme un chœur. C'est assez fascinant. J'ai trouvé très frappant et très marquant cette première nouvelle. J'ai beaucoup aimé. Elle est très frappante parce qu'elle donne l'impression aussi du chœur antique. Oui, voilà, c'est le chœur quand je parlais de chœur. Et de chœur antique avec cette singularité, c'est qu'elles vont toutes être témoins du risque que prend cette femme, mais la situation fait qu'elles ne pourront pas vraiment la mettre en garde parce qu'il n'y a pas de dialogue entre les deux. Alors sans dire ce qui va se passer. Mais je n'ai rien dit. Non, mais ce que je veux dire, c'est que sans dire ce qui va se passer, elles ne pourront pas la protéger peut-être, mais elles la protégeront quand même à un certain moment. Oui. On n'en dit pas plus. Parce que c'est la première nouvelle et ça donne ce sentiment-là. Moi, ce qui m'a passionné par la même, c'est à propos de ces corps et le regard des autres. Ce qui m'a fasciné aussi, c'est le pouvoir chez l'une comme chez l'autre. Alors c'est moins marqué à Hawaï, mais c'est quand même très présent. C'est le regard religieux. Il y a notamment un aspect qui est quand même assez fascinant chez les Hawaïennes. Il y a cette robe imposée, cette robe culturelle, cette robe qui est donnée et qui fait qu'elle a une forme différente. Mais il y a aussi par là même la pression des religieux. Et il y a notamment une assez grande moquerie dans la nouvelle éponyme, Les 30 bonnes raisons, où on apprend très rapidement que la grand-mère en question, elle a donné beaucoup d'argent au prêtre qui est là et qui a sa petite valisette Vuitton avec lui, parce que c'est quand même assez rentable d'être un religieux. Mais c'est donc une pression qui a été très forte, qui a brisé les corps, qui les a, entre guillemets, je dirais maltraités, mais aussi orientés. Mais ça n'est presque rien, semble-t-il, par rapport à ce que nous donne à lire Norma Dunning sur un aspect singulier que nous connaissons maintenant, qui est la violence qui a été faite aux enfants inuits et les enfants indiens, parce qu'il y a une différence entre les deux, mais qui vont subir évidemment les fameux collèges, les fameuses écoles religieuses catholiques, protestantes, avec parfois, c'est assez effrayant à dire, mais des religieuses qui ne parlaient pas l'anglais et qui devaient apprendre. Et donc ça va être le sujet de la dernière partie, c'est-à-dire cette partie magnifique du recueil de nouvelles. On va suivre une famille, un homme qui a eu 3 épouses. Les 3 épouses vivent en harmonie avec lui. Et il y a eu 3 filles. Et ces 3 filles en question vont subir la situation d'être, je dirais, blanchisées, devenues par la culture et autres. Cette violence, nous en connaissions les éléments, mais vous donnez une voix à ces violences. Et cette voix, elle vient par l'une des sœurs, la sœur du milieu, et chacun va réagir à sa façon. Est-ce que c'est quelque chose, là je vous demande quelque chose de personnel presque, est-ce que c'est quelque chose que vous avez connu, pas personnellement, mais dans les familles, les vôtres? It is my family. It is my grandfather. His 3 wives. Husky is your grandfather. Husky is my grandfather. His 3 wives. It was not uncommon for a man to have more than 1 wife. It was also not uncommon for an Inuit woman to have more than 1 husband. The 3 children, my mother and my 2 aunties, they were taken. My mom was about 7, and they were taken. They had come into Fort Churchill to trade furs in the springtime. And the girls are grabbed and sent to a residential school just outside of St. Boniface in Manitoba. My one auntie was considered untrainable.
and she was given a partial lobotomy and lived out her life working in the laundry at a hospital in Winnipeg. So she knew to go from her apartment to work. She also knew how to smoke. Like those were her whole things. So that story is the story of them. And the character of Hikwa, she's strong and she sets the girls free. So that was my dream, like my dream ending. It is not how it ended in real life, but it was what I could give them. Il s'agit bel et bien de ma famille, c'est mon grand-père, Husky, ce sont ses 3 épouses. Il était assez fréquent qu'un homme ait plusieurs femmes, de même qu'il était assez fréquent qu'une femme inuite puisse avoir plus qu'un seul mari. Et c'est donc mon grand-père et ses 3 enfants, c'est ma mère et mes 2 tantes, qui ont été enlevés, séparés de leur famille. Ma mère avait 7 ans. C'était au printemps, ils faisaient le commerce des fourrures et les filles ont été arrachées à leurs parents pour être envoyées dans un pensionnat à côté de Saint-Boniface, dans le Manitoba. Et ma tante a été considérée assez tôt comme non scolarisable et donc ils lui ont fait subir une lobotomie partielle. Elle a travaillé toute sa vie comme lessiveuse dans un hôpital à Winnipeg, et ce qu'elle savait faire, c'est d'aller de son appartement à son travail et de son appartement et de son travail à son appartement, et elle savait fumer aussi. Et cette histoire, c'est leur histoire, et le personnage de Hikwa, elle est très très forte parce qu'elle veut libérer les filles, et cette fin que j'ai écrite, c'était mon rêve de fin, c'était ce que je voulais leur écrire, ce n'est pas ce qui s'est produit dans la vraie vie, mais c'était ce que moi je souhaitais leur donner. Ce qui fait que c'est à la fois horrible et en même temps vous passez une forme d'humour, une forme d'ironie grinçante à l'égard de la violence, notamment religieuse. C'est l'une des singularités des 2 livres. Pour revenir à cet aspect singulier de la religion et autres, elle est contrebalancée en ce qui concerne l'une et l'autre par des pratiques familiales extrêmement fortes. C'est la relation entre ces familles qui est vraiment la richesse. Et pour revenir à Hawaï, il y a un aspect très singulier que j'ai beaucoup aimé dans les fameuses 39 bonnes raisons, c'est la disparition, c'est la mort de la grand-mère, et c'est l'occasion évidemment pour toute la famille de se retrouver. Il y a une description du repas, et tout ça est fait, les 39 bonnes façons, c'est une façon pour la douleur de s'exprimer au travers de la boisson, certes, mais surtout un humour qui se passe entre les différents éléments. Cette image de cette beuverie et autres, est-ce qu'elle est traditionnelle dans les obsèques hawaïennes, ou est-ce que c'est vraiment une singularité de votre livre? I can't speak for other families, Je ne peux pas parler au nom d'autres familles, but I did find after yes, at the funeral of my own grandmother, that there was a fair amount of drinking, particularly among my uncles. mais c'est vrai qu'au funérailles de ma grand-mère, j'ai pu remarquer qu'il y avait pas mal de boissons qu'on avait bien picolées, surtout mes oncles. But I think also, there's this violent history with religion and with missionaryism. Donc il y a une relation très violente, effectivement, avec les missionnaires, le colonialisme. And yet, most of my family members and myself, we go to church and we still have this relationship with Christianity. Et pourtant, la plupart des membres de ma famille, moi inclus, on va à l'église et on garde quand même cette relation avec la religion chrétienne. And what do we do with that relationship? And for me, what do I do with it when I've studied the violence of it? I know it's because of American missionaries that my language was made interdit.
Which language? Forbidden? I know it's because of American missionaries. My queen was overthrown in a violent coup. I know it's because of American missionaries that my nation was taken. Donc moi, qu'est-ce que je fais de cette relation? Qu'est-ce que je fais de cette violence? Parce que bon, c'est quand même la religion qui a fait que ma langue a été interdite, qui a fait que ma reine a été renversée, qui a fait que mon pays a été colonisé et donc pris par les États-Unis. And yet my grandmother believed very much in Christ and in God. And her funeral was a reflection of that too, as it should be. That was her life. Et ma grand-mère était extrêmement religieuse et donc forcément ses funérailles ont reflété son rapport avec la religion, ce qui est tout à fait normal, c'était sa vie. So maybe the story a little bit is asking about what might a heaven look like to me as someone who's inherited all this past. Donc l'histoire, c'est aussi de savoir à quoi le paradis pourrait ressembler pour moi, qui ai hérité de tout ce passé. And I can tell you that, I can tell you that it really does look like family. Et je peux vous dire que ça ressemble vraiment à la famille, mon idée de paradis. À ce sujet, je vais lire la petite phrase qui est formidable. Comprends que ta grand-mère est au paradis à présent, et qu'au paradis, il y a des coques de Bomba et des Heineken, du pois et du thon ail séché, les taquineries de tes oncles, la cuisine de tes tantes et le rire de tes cousins qui accompagnent tes paroles. Le paradis, c'est quand ils te disent que tu es chez toi, avec eux. Et c'est ce que le pasteur Hall qualifie d'enfer. Alors, remercie Dieu d'y être enfin. Bon, ben, on va tous dans ce paradis. Hein. Ça me plaît. Moi, ouais, oh oui. Une très belle invitation. Alors, il faut dire que dans 39 bonnes raisons de transformer des obsèques hawaïennes en beuverie, traduit par Mireille Vignol, de Christiana Kako. Là. Il y a un glossaire à la fin, parce qu'il y a effectivement, et puis il y a une note de la traductrice qui explique qu'elle a travaillé avec Chantal Spitz, qui est une grande écrivaine tahitienne, elle. Voilà, et c'est un livre qui est paru au Vent des Îles, et il faut saluer aussi le travail des petites maisons d'édition comme celle-ci, donc qui est à Papeete, et qui a maisons été francophones, qui a été créée par Christian Robert, voilà, qui est une belle maison d'édition. Et même chose pour ce livre ici, le livre de Norma Dunning, qui a été traduit de l'anglais par Daniel Grenier, Annie Muktuk, je ne prononce pas comme vous, hein, j'y arriverai pas, qui est paru dans une autre maison d'édition aussi, qui est une maison d'édition qui se trouve au Québec, Mémoire d'Encrier, qui a été créée par Rodney Saint-Éloi. Et voilà, c'est bien de signaler cela aussi. Vraiment 2 livres qui nous ont mis, enfin je sais pas, ça vous a pas mis l'eau à la bouche, vous n'avez pas envie de les lire là? Mais si, vous avez envie de les lire, j'en suis certaine. Merci à vous tous, merci à Mireille et merci à Fabienne pour l'interprétation. Et merci à toi pour ta très belle lecture de ces histoires de femmes, ces histoires secrètes des femmes. Elles vont aller signer leur livre tout de suite là, à la sortie du café des libraires. Et puis nous, on va accueillir l'avant-dernier plateau. Eh oui, la fin approche pour cette édition d'América. Merci beaucoup.